Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce jour, à partir du dernier trimestre de 2024, les pensions des personnes âgées de plus de 80 ans et des veuves, salariées et chômeuses ont été augmentées. Par ailleurs, la conférence des personnes âgées qui s'est tenue aujourd'hui à IVAT a été marquée par l'introduction par le CNAPS de nouveaux services qui utilisent le numérique pour faciliter et rendre transparente la gestion des retraites selon les instructions du président Andry Rajoelina qui a assisté à cette première conférence. Reportage de Josica Ranjanirine et Andrew Radzanjaibe. C'est la première conférence des personnes âgées qui a eu lieu au CCI IVAT aujourd'hui. Et cette première édition commence avec une bonne nouvelle. En effet, le président Andry Rajoelina a annoncé l'augmentation du montant de la pension des plus de 80 ans, une augmentation attendue depuis longtemps et qui prendra effet immédiatement à partir du dernier trimestre de 2024. Les personnes âgées de plus de 80 ans recevront 25% du salaire minimum actuel, ce qui signifie que leur pension augmentera de 180 000 ariars par trimestre, c'est-à-dire qu'elle passe à 60% de la pension des plus de 80 ans. La conférence et les efforts déployés n'ont pas déçu ces personnes âgées et leur redonnent de l'espoir pour leurs vieux jours. Nous essayons d'améliorer la pension des personnes âgées par tous les moyens possibles, a déclaré le président Andry Rajoelina. Le montant perçu a été augmenté, mais les services liés aux retraites au sein de la CNAPS seront également simplifiés et améliorés à travers l'utilisation de la technologie numérique destinée à rendre la gestion plus transparente, mais aussi à soulager les difficultés des salariés, des travailleurs et des retraités. Parmi les services utilisant les nouvelles technologies, la demande au numéro CNAPS pour les nouveaux adhérents qui peut se faire via le site sans avoir à se déplacer, de même que les déclarations de salaire. Désormais, il sera possible d'envoyer une attestation de vie sur un téléphone mobile via l'application mobile CNAPS. Consulter les comptes personnels des salariés en envoyant un SMS au 575, utiliser des cartes biométriques pour retirer de l'argent auprès des distributeurs automatiques sans avoir à faire la queue au point de collecte des retraites, tout cela sera désormais possible. En conclusion, des efforts ont été faits pour minimiser la manipulation des documents. Afin de mettre en œuvre les instructions du président, à savoir que chacun puisse bénéficier de la sécurité sociale, la CNAPS propose également des services aux travailleurs indépendants. Afin d'inciter les employeurs à prendre soin de leurs salariés, il existe également l'offre champion du social et le certificat entreprise responsable et solidaire délivré par la CNAPS. Le président de la République a appelé les responsables de l'entreprise à veiller au bien-être des travailleurs. Les personnes âgées réunies à IVAT se sont réjouies de l'augmentation de leur retraite. Cependant, ils ont encore beaucoup de suggestions à faire, c'est pourquoi ils les ont rassemblées et les ont présentées au président Andry Rajoelina qui a assuré qu'il les examinera. Et la quantité de carburant pour la centrale d'Amomanamboul a été augmentée à 450 000 litres par jour alors qu'elle était auparavant de 250 000 litres à 300 litres pour résoudre le problème des coupures d'électricité. C'est ce qui a été décidé hier durant le Conseil des ministres. Les groupes TAC doivent également être utilisés afin de réduire les coupures de courant. Par ailleurs, la construction de la centrale pour la production d'eau d'Amonakoun débutera fin janvier 2025. Elle produira 50 000 à 60 000 mètres cubes par jour. Oublen Arasamanen nous en dit plus. La réduction jusqu'à 80% des délestages sur le réseau interconnecté d'Antananarivo, RIA, est la consigne donnée par le président de la République lors de sa visite à Mouimanamboul la semaine dernière, notamment entre 6h et 22h. L'on sait déjà que la production d'électricité d'Indékalek a chuté et n'a pas encore augmenté jusqu'à présent, d'où l'importance de procéder à la mobilisation de tous les groupes utilisant du fioul lourd. Ainsi, la quantité de carburant utilisée a été portée à 450 000 litres par jour, alors qu'elle était auparavant de 250 à 300 000 litres. Les groupes TAC de la capitale doivent également être utilisés pour réduire les coupures de courant, comme l'a décidé hier le Conseil des ministres. Cependant, ils ne seront pas utilisés que pour une durée limitée afin d'éviter des coûts excessifs.
Afin de pouvoir approvisionner les groupes à temps, le nombre de camions-citernes en provenance de Touamas sera augmenté pour atteindre jusqu'à 20 par jour. Selon les instructions données par le président de la République, l'implantation du centre de production d'énergie solaire d'une capacité de 20 MW à Antananarivo sera réalisée dans les plus brefs délais. Des centres d'une capacité de 5 MW seront également installés dans chaque chef-lieu de province et à Nosibé. D'autre part, la construction d'une centrale de production d'eau à Mournakun débutera fin janvier 2025. Elle produira 50 000 à 60 000 m3 par jour. La réparation des 34 forages endommagés et l'installation de 35 nouveaux forages sont également en cours. De plus, afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau en court terme, la distribution d'eau à travers des bonbons dans chaque Fukuntan se poursuit toujours et 11 190 m3 d'eau sont transportés quotidiennement par 25 camions, selon toujours le Conseil des ministres. Par ailleurs, le lancement officiel de la campagne de reboisement 2024-2025 se tiendra à Décalec le 16 décembre. Un lancement qui se veut symbolique, le reboisement sera effectué sur une superficie de 50 hectares autour du barrage qui alimente la centrale hydroélectrique d'Andécalec. Le choix du site n'est pas fortuit. En effet, l'objectif est de faire face à l'insuffisance de l'énergie que nous vivons actuellement. En reboisant Andécalec, le gouvernement espère contribuer à protéger le sol et à contribuer à la gestion de l'eau qui est nécessaire à la production d'énergie. Le reboisement qui est l'une des actions fondamentales de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Toujours dans ce contexte, 30 millions d'ariars ont été utilisés jusqu'à présent pour les secours d'urgence destinés aux habitants d'Antananarivo en raison de problèmes d'eau. Selon le rapport du ministre responsable face aux parlementaires aujourd'hui, environ 16 milliards d'ariars devraient être utilisés pour la consommation de carburant qui alimente les centrales de production d'électricité. La sécheresse que nous traversons est la raison de ces investissements. Selon les explications et dans le cadre de la mise en place des solutions d'urgence, aucune dépense excessive n'a été faite, mais elles sont bien adaptées au cas actuel, selon toujours les explications rapportées par Sté Sylvain et Sech Angenab dans ce reportage. Il s'agit d'une affaire d'État et non pour des intérêts particuliers, comme le véhicule certains, étant donné la pénurie d'eau dans la capitale et ses environs. Si le gouvernement a mis en place des solutions d'urgence, tout ce qui a été disponible a été mobilisé et tous les départements ministériels et les structures existantes ont coopéré et se sont partagé les responsabilités pour le transport et de l'approvisionnement en eau des habitants. Il n'a donc pas eu ni location de camions, ni dépenses excessives selon le rapport du ministre de tutelle devant les députés. Les tâches en ce sens ont également été réalisées en toute transparence au cours des dernières semaines de sécheresse. En raison de la sécheresse persistante, les centrales hydroélectriques sont à peine capables de produire 50 MW. Ces centrales garantissent cependant jusqu'à 70% de l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo. La JIRAMA est contrainte de renforcer le recours aux centrales thermiques. Selon les explications, la consommation de fuel lourd augmente, ce qui explique les dépenses liées à la solution d'urgence. Problèmes d'approvisionnement en eau et d'électricité, tels sont les principaux points abordés lors de la rencontre des députés avec l'exécutif à Timazas aujourd'hui. En outre, l'une des questions soulevées par les ministres était également l'instabilité liée à l'insécurité et la construction de routes. Dans l'actualité économique, l'objectif du ministère de l'Industrialisation et du Commerce est de transformer les matières premières de Madagascar localement avant de les exporter sur le marché international. Dans cette optique, identifier les besoins du marché international, établir des stratégies pour la promotion des produits malagasy, mais aussi s'informer sur les dernières technologies dans le domaine de la transformation des matières premières sont la raison de la participation de Madagascar à la Foire internationale des ingrédients ou FIE le 19 au 21 novembre prochain à Francfort, Allemagne, par le biais de Cimabio au syndicat des agriculteurs biologiques de Madagascar. Reportage sur les images de Darren Jensen. Madagascar regorge de produits biologiques. La culture des matières premières de façon biologique est une pratique courante dans le pays actuellement. L'utilisation des engrais biologiques sans additifs chimiques, contrôlés par des auditeurs certifiés pour les professionnels, font que les produits malagasy sont bio.
De ce fait, avoir des ressources en produits biologiques permet aux acteurs de se tourner vers l'international à travers le CIMABio, au syndicat des agriculteurs biologiques de Madagascar. Dans ce sens, Madagascar participera à la Foire internationale des ingrédients, ou FIE, qui se tiendra à Francfort en Allemagne du 19 au 21 novembre prochain. Le but est d'exporter des produits transformés afin de réduire l'exportation directe des matières premières. Et donc, vraiment, cette incitation et la promotion de toute la capacité que nous avons à Madagascar, justement, et de toute la richesse que nous avons chez nous, entre nos mains, et dont nous devons nous saisir en termes d'opportunités pour créer de la valeur et ensuite faire connaître au monde entier. Et c'est pour ça que nous allons au salon, à la Foire internationale de l'ingrédient, parce qu'il faut faire connaître aux gens que nous avons non seulement les matières, mais nous avons les compétences aussi, et nous allons nous donner les moyens de conquérir en fait les marchés internationaux. Ainsi, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce appuie cette participation à l'international. Cela s'accorde également au défi du ministère dans la promotion de l'industrialisation locale, notamment avec la coopération du secteur privé, raison pour laquelle le ministère martèle son appel pour la transformation des matières premières dans le pays pour la consommation locale avant l'exportation. De plus, le taux de transformation des produits locaux reste faible comparé aux matières premières brutes importées. La Foire de l'ingrédient aura presque 1500 exposants avec plus de 25 000 visiteurs attendus. Donc c'est pas rien, c'est quand même vraiment un très très gros salon, et normalement devrait représenter et regrouper également des représentants de plus de 135 pays dans le monde. Plus de 135 pays auront des représentants lors de ce salon. Donc c'est pour ça, avec le projet de la Banque mondiale, avec le PIC, avec l'Union européenne, avec le CIMABio et avec le ministère de l'Industrie, nous pensons que Madagascar doit être acteur, mais ne doit pas attendre tout simplement que quelqu'un vienne nous remarquer. Non, nous savons exactement dont nous disposons en termes de ressources à Madagascar, nous savons ce que nous voulons faire, nous avons les idées claires quant à la politique d'industrialisation et d'appui également à la production et à la création de valeur ajoutée à Madagascar. Et de ce fait, il est important pour nous d'aller au-devant de la scène internationale pour faire savoir aux gens que Madagascar, dorénavant, est prêt à affronter le marché international. Ainsi, identifier le besoin du marché international, établir des stratégies pour la promotion des produits malagasy, mais aussi s'informer sur les dernières technologies dans le domaine de la transformation des matières premières, sont la raison de la participation de Madagascar à la Foire internationale des ingrédients, ou FIE, le 19 au 21 novembre prochain, à Francfort, Allemagne, par le biais de CIMABio, au syndicat des agriculteurs biologiques de Madagascar. Et ce qui concerne la commercialisation, il est extrêmement important donc de participer à ces salons qui sont des salons mondiaux. Donc il y a le FIE, mais ensuite il y aura le Biophare qui est le plus grand salon bio du monde et qui se tiennent tous les deux d'ailleurs en Allemagne. Donc nous appuyons vraiment CIMABio et donc ses membres et tous les producteurs et transformateurs de produits bio afin qu'ils puissent participer à ces salons. Parce qu'il s'agit de vendre, il faut prendre des contacts, il faut trouver des partenariats, etc. D'où l'importance de participer à ces grands salons. Il est à rappeler que le CIMABio compte actuellement 170 producteurs avec 80 entrepreneurs. Toujours dans l'actualité locale, le taux de l'IRSA, impôt sur les revenus salariaux et assimilés, reste fixé à 20% pour les salariés percevant les revenus les plus élevés, selon un éclaircissement fait par la primature aujourd'hui. Il n'y a pas de modification du taux de l'IRSA dans le projet de loi de finances pour l'année 2025, comme l'indique le communiqué, selon les détails rapportés par Rose Christelle Rakoutmalal. La primature a démenti les informations selon lesquelles l'État prélèverait 25% sur les salaires mensuels des travailleurs gagnant plus de 2 millions d'ariars. Aucune augmentation du taux d'imposition de l'IRSA n'est prévue pour l'année prochaine, selon un communiqué publié ce jour. Le taux de prélèvement pour l'IRSA reste fixé à 20% pour les employés gagnant plus de 600 000 ariars. Voici la répartition des taux de l'IRSA en vigueur depuis 2021. Pour les salariés inférieurs à 350 000 ariars,
aucun impôt n'est prélevé. Pour les salaires entre 150 001 et 400 000 arrières, l'impôt est de 5%. Pour les salaires entre 400 001 et 500 000 arrières, l'impôt est de 10%. Pour les salaires entre 500 001 et 600 000 arrières, l'impôt est de 15%. Il n'y a pas de changement pour les salaires supérieurs à 600 000 arrières où le taux reste de 20%. Le montant total des impôts dus doit correspondre à la somme des impôts appliqués à chaque tranche de salaire et ne doit pas être inférieur à 3 000 arrières. De plus, aucune modification du taux de l'IRSA n'est incluse dans le projet de loi de finances pour 2025, comme l'a précisé le communiqué. Dans un tout autre sujet, le pays en voie de développement du continent africain s'initie actuellement à l'utilisation de l'énergie nucléaire car c'est la seule alternative possible face aux problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés selon les experts au sein de l'INSTN ou Institut national de sciences et techniques nucléaires durant la célébration des journées nucléaires qui a débuté aujourd'hui à Ankatch. Informer la population et démystifier les idées reçues sur le nucléaire, ce sont entre autres les raisons de ces journées nucléaires. Reportage sur les images de Zahra Djantso. L'uranium permet de faire fonctionner une centrale nucléaire, laquelle produira ensuite de l'électricité. C'est l'explication simplifiée de l'énergie nucléaire. Divers résultats de recherche ont démontré que l'utilisation de l'énergie atomique a plus d'avantages que d'inconvénients. D'autant plus que son utilisation est inévitable face au changement climatique. Pour les experts en nucléaire au niveau de l'INSTN ou Institut national de sciences et techniques nucléaires, l'utilisation du SMR ou mini-réacteur nucléaire est une solution pour nos problèmes de manque d'électricité. La durée de l'installation d'un SMR est de 5 ans et ils peuvent compléter les autres sources d'énergie disponibles comme l'eau ou le soleil afin d'obtenir un central hybride. Les bénéfices sont nombreux par rapport aux défauts. Tout d'abord, je tiens à souligner que un mini-réacteur nucléaire, une centrale nucléaire dans le sens général, n'est pas soumis, ne subit pas les aléas du climat. Que ce soit en temps de sécheresse ou en temps de cyclone, une structure de centrale nucléaire résiste à toutes les intempéries. Ça marche toujours. Et bon, si je peux faire une petite image, on fait marcher ça avec de l'uranium. Et un atome d'uranium ne s'arrête pas d'émettre des rayonnements. Et c'est ça qui fait, c'est la chaleur engendrée par ces rayonnements qui fait tourner les turbines. Donc ça, c'est le gros avantage. On a de l'électricité en permanence. De plus, les grandes puissances mondiales avec d'autres pays en développement sont en concurrence en matière de recherche et d'utilisation des énergies nucléaires. Le SMR ou mini-réacteur nucléaire est déjà accessible aux pays en voie de développement comme le nôtre. Le coût de l'installation d'un SMR équivaut à celui de la mise en place d'une centrale hydroélectrique selon les explications. Le coût actuellement devient de plus en plus accessible. Autrefois, il y a une dizaine d'années, un mini-réacteur nucléaire, bien qu'il coûte 10 fois moins que le prix d'une centrale nucléaire, actuellement son prix est descendu en dessous de 1/10 du prix d'une centrale nucléaire. Et son prix actuellement avoisine le prix d'une centrale hydraulique. Donc je pense que si on peut faire une centrale hydraulique, on n'aura pas trop de difficultés à trouver des fonds pour pour mettre en place un mini-réacteur nucléaire qui peut vous fournir de 100 MW jusqu'à 300 MW. Et si on ne veut plus, on ajoute un autre module et ça double la production. Si vous voulez 3 fois plus, vous ajoutez un 3e module. Donc voilà, il y a cette souplesse, cette flexibilité, non seulement dans le coût, parce qu'avec cet aspect modulaire, on peut payer module par module. Voilà l'avantage. Informer la population sur les bénéfices de l'énergie nucléaire et démystifier les idées reçues sur le nucléaire,
Ce sont entre autres les raisons de ces journées nucléaires aujourd'hui et demain. Une remise de diplôme a été aussi effectuée aujourd'hui aux élèves de l'ENSTN. Nos actualités internationales de ce soir, ce qui fait justement l'actualité internationale, c'est la réélection du président américain Donald Trump, poursuivi dans plusieurs affaires judiciaires. Justement, la réélection de Donald Trump en tant que président des États-Unis change la donne. France 24, nous en dit plus. Pour les avocats de Donald Trump, gagner l'élection présidentielle était certainement le meilleur moyen pour qu'il échappe à la justice. Déjà pour l'affaire dans laquelle il a été condamné, celle des paiements dissimulés à l'actrice pornographique Stormy Daniels. Le républicain doit normalement être fixé sur sa peine le 26 novembre. Si Donald Trump était condamné, on pourrait imaginer dans un monde complètement abstrait que Donald Trump soit envoyé en prison avant sa prise de fonction, après avoir été élu président. Mais en pratique, c'est évidemment très peu probable. Juridiquement, c'est pas impossible, mais dans les faits, on n'imagine pas que ça puisse arriver. Donald Trump est aussi poursuivi dans 2 autres affaires au niveau fédéral. La première concerne ses tentatives présumées d'inverser les résultats de l'élection de 2020. L'autre, sa rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche. 2 affaires dont Jack Smith, le procureur spécial, est en charge. Le républicain avait déjà indiqué avant sa victoire vouloir le renvoyer. Donald Trump nommera le nouveau procureur général. Le procureur général nomme tous les procureurs du pays. Ils vont tout faire disparaître, je vous le garantis, relativement vite. Selon l'AFP, des discussions seraient déjà en cours entre le procureur spécial et le ministère de la Justice en vue de l'arrêt des procédures. Même s'il était condamné à l'issue de ces procès fédéraux, Donald Trump aurait la possibilité de s'accorder lui-même la grâce présidentielle, du jamais vu dans l'histoire américaine. Enfin, dernière affaire au pénal, l'inculpation pour tentative de fraude électorale en Géorgie en 2020. D'après NBC, les avocats de Donald Trump affirment que le procès n'aura pas lieu avant la fin de son mandat. Un procès qui pourrait être repoussé pour ne pas qu'il interfère avec ses fonctions de président des États-Unis. Justement, comme ce qui a été véhiculé, Donald Trump a remporté hier l'élection présidentielle américaine avec une large avance sur sa rivale démocrate Kamala Harris. L'actuelle vice-présidente a concédé publiquement sa défaite et a demandé à ses partisans de continuer à se battre pour la démocratie. Retrouvez alors quelques détails de ces journées d'élection avec France 24. Sa première prise de parole depuis la victoire de Donald Trump. Sourire aux lèvres, Kamala Harris n'entend pas se laisser abattre par une défaite qu'elle reconnaît devant ses partisans. L'ex-candidate démocrate marque ainsi sa différence avec le nouveau président élu, lui qui avait crié au vol de l'élection présidentielle de 2020. L'un des principes fondamentaux de la démocratie américaine, c'est que lorsque nous perdons une élection, nous en acceptons le résultat. Ce principe, comme tout autre, distingue la démocratie de la monarchie ou de la tyrannie. Et quiconque recherche la confiance de la population doit l'honorer. Elle promet également d'aider Donald Trump et son équipe dans la transition du pouvoir qu'elle souhaite pacifique. À ses partisans démocrates, la vice-présidente leur demande de continuer à se mobiliser et à ne pas se décourager. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de retrousser nos manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagé au nom de la liberté, de la justice et de l'avenir que nous pouvons, nous le savons tous, construire ensemble. Des électeurs démocrates encore sonnés par la défaite, mais qui comptent suivre à la lettre les directives de leur candidate. Je pense que les gens seront motivés pour ce qui va arriver. Nous acceptons les résultats de l'élection, mais nous devons tourner la page avec optimisme et espoir, et je pense que c'est ce que les gens vont faire. De nombreuses personnes qui ne s'étaient pas engagées auparavant comprendront désormais que leur vote compte réellement. Je pense qu'en 2026 et 2028, ce sera une autre histoire. 2026, année des élections de mi-mandat. Le Parti démocrate a donc 2 ans pour se reconstruire et reconquérir la partie de l'électorat habituellement acquis à sa cause, qui s'est tournée cette fois-ci vers Donald Trump.
Donc, ce jeudi 7 novembre, la réélection de Donald Trump a été officiellement actée. Cependant, il reste 2 mois avant son investiture en janvier. Quels sont les événements à venir durant cette période de transition? Les explications avec France 24. Les jeux sont faits, mais le calendrier électoral qui mènera à nouveau Donald Trump jusqu'au bureau ovale ne fait que commencer. Les États ont jusqu'au 11 décembre pour régler d'éventuels contentieux, procéder à des recomptages si besoin et valider les résultats dans chaque territoire. Le 17 décembre, les 538 grands électeurs se réuniront dans les capitales de chaque État pour voter officiellement pour le président et le vice-président. Les résultats seront ensuite transmis au Congrès et le décompte officiel des voix aura lieu le 6 janvier. Ironie du sort, c'est Kamala Harris qui certifiera la victoire de Donald Trump. En attendant, s'ouvre d'ores et déjà la période de transition entre l'équipe sortante et celle du futur président. Je lui ai également dit que nous l'aiderons, lui et son équipe, à assurer la transition et que nous nous engagerons dans un transfert de pouvoir pacifique. Pendant plus de 2 mois, l'équipe du Républicain va plancher sur le renouvellement de près de 4000 postes au sein de l'administration, dont certains doivent être approuvés par le Sénat. Selon la tradition, le futur président doit aussi avoir accès au briefing des services de renseignement. Tout doit être en place pour qu'il puisse gouverner dès son arrivée au pouvoir. L'investiture du 47e président des États-Unis aura lieu le 20 janvier, en public sur les marches du Capitole. Joe Biden s'exprimera ce jeudi depuis la Maison-Blanche pour évoquer la passation de pouvoir. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité et de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Loup-garou. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.